Bonsoir et un immense merci pour votre présence à cette troisième conférence intitulée « Accueillir le pavillon des sessions et les arts d'islam ». Alors, pour parler d'accueil du pavillon des sessions et des arts d'islam, je vais vous parler d'un visiteur venu au Louvre au début de l'année 2019 et qui a senti le besoin de partager son expérience de sa visite au Louvre dans un article qu'il a publié sur le site de Afropunk. Ce visiteur s'appelle toujours Dwayne McKinley et Afropunk, donc le site sur lequel il a publié son évaluation de son expérience du Louvre, se définit comme, je cite, une organisation qui célèbre la culture noire ainsi que la diversité par la musique et par les arts. Alors, le titre de l'article de Dwayne McKinley dit assez clairement ce que fut pour lui et son épouse cette expérience de sa visite au Louvre. Vous voyez le début de son article avec BHM, ou je devrais plutôt dire BHM, Why is the Louvre Hiding African Art? BHM est l'acronyme pour Black History Month. Et l'article fut posté, comme vous le voyez, le 1er février, février étant, comme vous le savez, le mois consacré aux États-Unis à l'histoire et à l'expérience afro-américaine dans ce pays. Alors, la question, dit Dwayne McKinley, est celle qu'il posa, cette question, « Why is the Louvre hiding African art ?» et celle qu'il posa de manière rhétorique, précise-t-il, à son épouse lors de la visite qu'ils firent à la collection Art d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques du Louvre. Voici en quels termes il en parle. Je le cite. « Coupée qu'elle était des autres collections et reléguée dans un petit coin sans fenêtre du musée d'art, sans doute le plus célèbre du monde, la collection Art d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques offrait une expérience qui contrastait fortement avec le reste des vastes salles du musée, où nous étions submergés par une abondance de sculptures et de peintures européennes, d'artefacts de l'Égypte ancienne et par des groupes de touristes frénétiques. Les touristes au Louvre sont frénétiques. Alors, remarquant l'absence regrettable, dit-il, mais à laquelle il fallait s'attendre, de visiteurs enthousiastes, Dwayne McKinley ajoute que cette expérience d'un amateur d'art occasionnel, c'est lui qui parle ainsi de lui-même en ces termes, fut la première d'une série qui finit de le convaincre que les musées les plus célèbres aux États-Unis et ailleurs mettent en place des obstacles structurels à l'intérêt pour l'art africain. Voilà le propos principal de Dwayne McKinley après sa visite au Louvre. Et à propos d'obstacles structurels, il retrouve très facilement, immédiatement, le langage de la ségrégation, et il parle du pavillon des sessions, comme on l'appelle, mais dont le nom officiel est celui qu'il emploie, Art d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, comme d'une colored section, une section donc pour personnes de couleur, c'était ça l'expression consacrée pendant la période de la ségrégation aux États-Unis. En l'occurrence, il s'agit ici des objets non pas de couleur, mais des objets non occidentaux. Et quand il indique ensuite dans son article que sa femme lui rappelle qu'un musée, celui du Quai Branly Jacques Chirac, est spécifiquement consacré à cet art d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques, c'est encore le langage de Jim Crow aux États-Unis qui vient à l'esprit de Dwayne McKinley, et il emploie l'expression « Ah,
alors ça veut dire equal but separate, égaux mais séparés. Et le mot de la fin, quand il boucle son article, quand il finit son article, il exprime le vœu de voir les musées d'art faire enfin le choix clair de donner accès à l'art africain. Alors, si je vous ai parlé aussi longuement de l'évaluation de Dwayne McKinley, et si j'ai amplifié sa voix, c'est parce que, nonobstant le caractère inutilement complotiste de son propos lorsqu'il prête au musée l'intention de délibérément empêcher l'intérêt pour les arts lointains, comme les appelait Fénéon, son expérience dit bien assez que l'intégration des arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques au Louvre reste encore à réaliser. Après les réponses que nous avons apportées à la question « Qu'est-ce que ces arts d'abord font au Louvre ?» dans les 2 premières conférences que j'ai eu l'honneur de donner déjà. Le choix du pavillon des sessions au sud du palais du Louvre, entre l'aile de Non et l'aile de Flore, pour recevoir les chefs-d'œuvre qui avaient été sélectionnés, s'imposait sans doute en 2000, lorsque l'inauguration par le président Jacques Chirac a eu lieu. Et on peut juger également tout à fait heureux les choix qui ont été effectués par l'architecte Jean-Michel Wilmotte dans la manière d'aménager l'espace et de montrer les objets du pavillon sous leur meilleur jour, souvent montés sur des podiums, comme vous le voyez ici, dans des volumes vitrés qui permettent de tourner autour d'eux et donc peut-être, pour parler comme Senghor que j'ai cité la dernière fois, de véritablement sentir ces objets en étant dans ce que le même Senghor appelait une attitude rythmique vis-à-vis d'eux. Alors, je ne suppose pas que tout le monde était ici lors de la 2e conférence, donc je reviens rapidement sur le fait que Senghor définissait les arts classiques africains comme des arts du rythme, où il s'agissait pour l'artiste non pas de capturer la réalité de la chose, et c'est la raison pour laquelle, dit-il, les arts africains ne sont quasiment jamais mimétiques, sauf quand il s'agit d'art de cour. À la cour, ces seigneuries ont toujours voulu être représentées exactement telles qu'elles étaient. Donc, en général, on leur consacre un art tout à fait naturaliste. Mais en dehors de cela, dit Senghor, l'art n'est pas naturaliste parce qu'il ne vise pas, il n'est pas dans un rapport mimétique à la réalité, mais au contraire, il vise à capturer l'essence même de la chose qui est son rythme. Nous vivons pour lui dans un monde de rythme. Et donc, recevoir ces objets, leur rendre visite au musée n'est pas véritablement les contempler, parce que la contemplation garde encore une certaine distance, mais les sentir en étant dans une attitude rythmique avec eux. C'est comme s'il s'agissait de danser avec eux en quelque sorte. Alors, je reviens maintenant sur l'architecture intérieure de ce pavillon des sessions, et pour en parler, évidemment, l'architecte est la personne la mieux indiquée. Voici ce que l'architecte dit. Je souhaitais donner de l'espace pour qu'on puisse tourner autour des œuvres. Nous avons restructuré l'espace en créant des éléments de symétrie et de parallélisme, filtré la lumière et choisi des matériaux très simples, de la pierre très claire au sol, la même tonalité pour les murs. Là, vous avez à la fois la citation de M. Wilmotte et la représentation du pavillon des sessions, et dans une photographie qui capture effectivement la luminosité de l'endroit. La question est donc moins celle de la configuration interne du pavillon des sessions que celle de son enclavement. Vous l'avez vu sur l'image précédente, on a ici également une autre image qui montre à quel point le pavillon des sessions est un isolat situé là-bas du côté de la porte des Lions. Mais la porte des Lions n'est pas un des accès
véritablement du Louvre, et donc l'isola est renforcé. Récemment, dans une conversation à laquelle j'ai été invité par Laurence Descartes, la présidente du Louvre, cette configuration et le fait que le pavillon des sessions se trouve du côté de la Porte des Lions m'a inspiré l'expression « hic sunt leones ». Comme vous le savez, là-bas il y a des lions, c'était une manière de désigner le fait que l'Afrique, au fond, ne faisait pas partie du monde connu. Et d'une certaine façon, que le pavillon des sessions se trouve du côté de la Porte des Lions rappelle étrangement « hic sunt leones », étant donné son enclavement. Il faut donc pouvoir aller dans le sens d'un désenclavement. Et sur ce plan-là, la bonne nouvelle, celle qui répond en quelque sorte aux vœux sur lesquels M. Dwayne McKinley a terminé son évaluation, c'est que la restructuration que va connaître le pavillon des sessions mettra l'accent sur l'accessibilité et l'intégration en donnant une traduction architecturale également à ce que j'ai appelé la louvrisation des œuvres représentatives des arts d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Amériques. De ce point de vue-là, vous pouvez penser que je suis en effet dans le secret des dieux et déesses, dont il faut encore une fois rappeler quelle fut la décision du président Jacques Chirac, manifestant la foi qui fut la sienne en un dialogue des cultures. Et une autre manifestation de cette foi présidentielle, on le sait, a été la décision d'accueillir au musée du Louvre les arts de l'islam. C'est ainsi que 2 ans après l'inauguration du pavillon des sessions, le président Chirac prononce à Troyes un discours dans lequel il exprime sa volonté de voir, je le cite, l'ouverture au musée du Louvre d'un nouveau département, un département des arts de l'islam qui confortera la vocation universelle de la prestigieuse institution qu'est le Louvre. Alors, évidemment, je parlais d'intégration tout à l'heure, et on sait quel rôle la volonté d'intégration dans la société française, en particulier de la population dite issue de l'immigration, a joué dans la décision du président Chirac. Il s'agissait pour lui de traduire une volonté de surmonter les fractures de la société française. Et il est bon à ce sujet de rappeler que le discours qu'il prononce à Troyes le 14 octobre 2002, et dans lequel il dit cette volonté de voir l'ouverture au musée du Louvre d'un nouveau département, un département des arts de l'islam, était consacré avant tout à communiquer ce qui était sa vision de l'avenir du pacte républicain. Ce devait être ça, le titre du discours du président Chirac, et à décliner des réformes visant à répondre aux fractures de la société pour refonder la cohésion sociale. Ainsi, le président Chirac énonce un objectif important, je le cite, « refuser le communautarisme sans oublier l'existence des communautés ». Et au centre de son propos, il y avait aussi, bien entendu, l'islam et les communautés musulmanes en France. Rappelons-nous que donc le discours est prononcé le 14 octobre 2002 à Troyes. Il y avait eu 1 an auparavant, le 11 septembre 2001. Et la veille même de son discours, 2 jours avant en fait, le 12 octobre, avaient eu lieu les attentats terroristes de Bali, attentats qui avaient fait plus de 200 morts et autant de blessés. Et d'ailleurs, le président Chirac a commencé son discours en exprimant son émotion devant la tragédie qui avait eu lieu quelques heures auparavant. Alors, l'heure, au moment où il fait son discours, l'heure était donc à la réaffirmation de la foi en la capacité de réunir en un pacte républicain la foi au dialogue des cultures
contre l'idée d'un choc des civilisations qui serait inscrit dans l'ordre même des choses. C'était la foi du président Jacques Chirac contre l'idée huntingtonienne qu'il est dans la nature même des civilisations d'entrer dans un clash et que cela est inévitable. C'est alors donc que le président consacre un paragraphe de son discours à la traduction muséale de cette foi dans le dialogue des cultures, lorsqu'il déclare, juste après avoir parlé de la laïcité comme ce qui donne les mêmes garanties à toutes les confessions, ceci. Sur le plan culturel, j'attache la plus grande importance à ce que nos concitoyens puissent mieux mesurer combien la France a pu s'enrichir tout au long de son histoire des apports de ceux qui l'ont, siècle après siècle, et si nombreux, rejointes. J'appelle notamment de mes vœux, et je suis heureux de le dire à Troyes, où il y a une tradition culturelle forte et ancienne, l'ouverture au musée du Louvre d'un nouveau département, un département des arts de l'islam qui confortera la vocation universelle de la prestigieuse institution qu'est le Louvre. Je souligne bien entendu l'emploi de l'expression vocation universelle, car je crois pouvoir dire que c'est celle qui oriente la direction prise par le musée du Louvre et qui oriente également les reconfigurations qui vont avoir lieu. La question à poser alors est celle du rôle ainsi assigné au musée. Est-ce que le président Chirac a raison de mettre ainsi sa foi dans le dialogue des cultures et de confier cette foi, la réalisation de ce qui est un vœu, à une institution comme le musée? C'est une question qui sera au centre de ma dernière conférence, la conférence numéro 5. Alors, suivant les vœux présidentiels, voilà qu'est signé l'acte de naissance du département des arts de l'islam, puisque les vœux présidentiels, vous le savez, sont des ordres, donnant à voir ainsi une histoire spirituelle, intellectuelle, culturelle de 1200 années sur 3 continents. Même si, lorsque le département est ouvert au public le 22 septembre 2012, à ce moment-là, le président Jacques Chirac n'est plus président, c'est le président Hollande qui est président. Alors, à nouveau, la création de ce département, de ce nouveau département, qui est le département numéro 9, alors si je compte bien, est aussi une création architecturale. Une création architecturale sous le signe de l'ondoiement. Vous le voyez sur cette photographie, le français Rudy Ricciotti et l'italien Mario Bellini sont les architectes chargés de la création de ce département, qui est établi sur la cour Visconti. Il a fallu creuser une douzaine de mètres, je crois, c'est ce que j'ai appris, pour aménager 2 niveaux. Et il y a un caractère tout à fait remarquable ici, qui est que sous un voile, que le département se trouve sous une espèce de voile qui serait descendu sur la cour Visconti. On peut imaginer au fond qu'on a lâché d'une certaine hauteur ce voile qui est venu se poser comme le toit du département des arts de l'islam. Est-ce qu'il s'agit d'un voile, d'une toiture de tente? Alors, on a fait toutes les comparaisons orientalistes possibles. On a comparé, par exemple, à propos du maillage interne et externe du département, on a comparé cela à des moucharabiers arabes. Donc, cette possibilité que l'on a de voir l'extérieur sans être soi-même vu. Et l'architecte lui-même parle plutôt d'aile de libellule. Enfin, l'ondoiement y est. Et il y a un certain symbolisme aussi dans la location, dans la localisation de ce département. Le monde de l'islam se trouve ainsi sous l'œuvre la plus visitée du Louvre, c'est-à-dire la Joconde. On peut, depuis la salle où se trouve la Joconde, apercevoir le toit
du musée de l'islam. Et j'ai eu la grande chance d'arriver dans ce musée du Louvre les mardis et d'avoir pour moi le Louvre. C'est l'un des plus gros avantages que j'ai eu ces derniers mois. Il faut préciser, comme je l'avais fait pour le pavillon des sessions, également pour les œuvres d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et des Amériques qui sont présentes aujourd'hui dans le pavillon des sessions, que la présence des œuvres qu'il s'agit de présenter dans le département des arts de l'islam est ancienne. Les premières œuvres sont là dès 1793, c'est-à-dire dès le début du musée. Le Louvre possède 15 000 œuvres réunies surtout entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, auxquelles le musée des arts décoratifs apportera 3 000 œuvres, et donc ça fait les 18 000 œuvres en arrondissant qui sont aujourd'hui dans le département en question. Et réunir ces œuvres en un département pour leur donner de la visibilité comme étant les témoins de ce que le président d'alors, Henri Laurette, a appelé la face lumineuse de la civilisation islamique. On voit bien que cette expression est va également dans le sens de l'idée qui était celle du président Jacques Chirac au moment de demander qu'un tel département existât au Louvre. Il était toujours question de la géopolitique de l'islam et il fallait montrer ce qui était l'autre visage de l'islam. Cette expression est très ambiguë parce qu'au fond, quand vous dites la face lumineuse de l'islam ou quand vous parlez de l'autre visage de l'islam, vous êtes en train aussi de dire que le visage que vous ne voulez pas est un visage de l'islam. Mais c'est vrai que les circonstances et l'époque et le contexte probablement imposaient ce type de rhétorique. Et d'ailleurs, un peu avant cette période-là, il y avait un magnifique livre publié par Eva de Vitre-Meyerovitch, grande spécialiste de Jalaluddin Rumi ou de Mohamed Iqbal, elle-même convertie à l'islam et qui avait écrit un livre s'intitulant « Islam, l'autre visage ». Alors l'idée d'avoir un autre visage que celui qui s'étalait à longueur de journée encore et encore sur nos écrans de télévision et sur les premières pages de nos journaux avait du sens. Alors, mais une autre précision ici, sémantique aussi, concerne le nom même, art de l'islam. On a parlé à propos du nom de ce département, d'un certain flou sémantique et du fait que cette expression s'est imposée à la place d'art musulman, qui avait été d'abord employé pendant très longtemps. Alors, effectivement, le nom peut poser problème, car qu'est-ce qui fait le caractère islamique d'un objet exposé au département des arts de l'islam? On y trouve énormément d'objets qui sont caractérisés non pas par leur caractère, leur nature islamique, mais par leur hybridité. Par exemple, ce magnifique poignard indien, qui est un des chefs-d'œuvre du département, avec cette poignée de jade, où on voit des fils d'or, des pierres précieuses. La tête, c'est un poignard indien, donc de l'époque mongole, pendant la période mongole. Indien, oui, mais le cheval n'est pas l'animal de prédilection en Inde, ce serait plutôt l'éléphant. Donc, on voit ici le caractère oriental, mais arabe plutôt, de la poignée, alors que la lame et les incrustations qu'elle porte seraient plutôt indiennes en effet. On peut également regarder un autre exemple, le flambeau au nom de Timur, qui est un objet
que vous voyez ici, le flambeau au nom de Timur, l'artiste a nom Izz-al-Din ibn Taj al-Din Isfahani, d'Isfahan, comme sa kunya, comme on dit, donc son nom d'origine l'indique, et cet objet porte des vœux pour le sultan. On voit quel est le destinataire, le sultan qui est appelé dans une inscription Malik al-Alam, à qui l'objet est dédié, et avec des vœux pour la longévité et la prospérité du sultan en question. Encore une fois, ce n'est pas la qualité de l'objet qui est islamique. L'art en lui-même, l'art qui a créé cet objet n'est pas islamique. Ce qui serait islamique, c'est peut-être les vœux et le destinataire. Le destinataire est musulman et les vœux s'adressent en effet à Dieu pour qu'il donne longévité et prospérité au Malik al-Alam. Mais enfin, cela ne suffit pas pour établir le caractère islamique de l'objet. Un autre objet hybride qui est un des objets emblèmes du département des arts de l'islam, c'est le fameux bassin baptistère dit de Saint-Louis. Alors, comme dans le pavillon des sessions, j'avais une relation spéciale au Moai, ici j'ai une relation spéciale avec le baptistère dit de Saint-Louis, sans doute parce que je suis né à Saint-Louis du Sénégal, qui se trouve dans le département. Il est en laiton, en argent, or, enfin, avec de la pâte noire, c'est de magnifiques incrustations. Cet objet est véritablement magnifique. À la différence de l'objet précédent, ici, il n'est pas indiqué de destinataire. En revanche, il y a la signature de l'artiste. L'artiste a incrusté sa propre signature par 6 fois. Vous voyez cette incrustation. L'œuvre, Al-Muallim du maître, Mohammed Ibn al-Zayn, avec la phrase qu'il lui soit fait miséricorde. Et donc, c'est signé 6 fois, et il a bien raison parce que son œuvre est véritablement magnifique. Cet artiste est, on ne sait pas trop, de Syrie ou d'Égypte. Ceci date de la première moitié du XIVe siècle. Le fait qu'il n'y ait pas de destinataire rend difficile la caractérisation de cet objet, à la différence de celui qui précède. En revanche, cet objet a eu des destinations tout à fait inattendues, qui en font cet objet hybride dont je parlais tout à l'heure. Déjà, l'association avec Saint-Louis, avec Louis XI donc, est absolument sans aucun fondement. Mais on a cru pendant très longtemps que le baptistère avait été ramené par le roi Saint-Louis de croisade. Et on le trouve déjà dans un inventaire fait au milieu du XVe siècle. Surtout, il a été utilisé pour le baptême de Louis XIII en 1606. Alors ça m'amuse beaucoup de penser que le roi de France, Louis XIII, en 1606, a été baptisé dans une bassine que l'on croyait ramenée par son ancêtre Louis XI et qui porte le nom du prophète Mohammed, puisque c'est d'après le prophète Mohammed que l'artiste Ibn al-Zayn a été nommé. Eh bien, ce que cela nous dit, ce que ces objets hybrides nous disent, c'est que le monde de l'islam comporte des peuples, des cultures, des traditions intellectuelles qui ne sont pas musulmans, toujours. On ne peut pas séparer, par exemple, les arts juifs et les arts musulmans à l'intérieur de ce monde-là. Alors, en français, nous avons la possibilité de faire une distinction orthographique, puisque nous écrivons islam avec I majuscule pour le monde de l'islam, et nous écrivons islam avec I minuscule pour la religion. Vous ne pouvez pas faire la même chose en anglais. Dès que vous écrivez islam avec I minuscule, la grammaire incorporée vous signale que vous avez fait une
une faute. Mais enfin, tout ce qui est le plus important ici, et c'était cela, cette question qui était posée avec le nom art de l'islam, ce qui est important, c'est de bien voir qu'il ne s'agit pas d'un monde enfermé sur soi et sur sa religion, mais d'un monde qui se constitue dans la traduction. Yannick Linz, qui a dirigé le département de 2013 à 2022, rappelle, et je l'ai lu dans Le Monde daté du dimanche 29 et du lundi 30 septembre, il n'y a pas très longtemps, qu'après les tueries de 2015, les tueries terroristes de 2015, elle a repoussé, alors qu'il y avait de fortes pressions en ce sens, l'idée de changer le nom, art de l'islam. Et elle ajoute, je la cite, « Ce n'est pas une formule parfaite, art de l'islam, mais ça reste une catégorie académique. » Et je me suis demandé qu'est-ce qu'on aurait voulu en faisant pression sur elle. S'agissait-il de dire, par exemple, art d'Orient? Mais il faut bien comprendre ce que recouvre cette expression de catégorie académique. C'est la même chose qu'il faut comprendre pour l'expression philosophie islamique, qui est un des domaines dans lesquels j'enseigne et j'écris. C'est une catégorie académique parce que dans les départements de philosophie où s'enseigne la falsafa étant l'arabisation du mot grec philosophia, eh bien, on parle de philosophie islamique. C'est-à-dire qu'on vise là les traductions des savoirs grecs et indiens qui se sont effectués dans le monde de l'islam et dont le symbole est l'érection en l'an 832 par le calife al-Ma'moun à Bagdad, la nouvelle capitale de la dynastie des Abbassides, de la Bayt al-Hikma, comme elle s'est appelée, la maison de la sagesse. Vous savez que la première des dynasties qui a régné sur le monde musulman après la disparition des 4 premiers califes qui avaient été des compagnons du prophète, donc le calife Abu Bakr, puis Omar, puis Ousmane, puis Ali. Ensuite, il y a eu la dynastie des Omeyyades à laquelle il a été mis fin en l'an 750. Et les Abbassides dirigent alors à ce moment-là le monde de l'islam et déplacent la capitale de Damas, qui était une sorte de ville fortifiée des Omeyyades, à Bagdad. Et donc c'est dans cette nouvelle capitale que une véritable floraison intellectuelle va avoir lieu dans le monde de l'islam. Et un des aspects de cette floraison, c'est la création de cette institution appelée la Bayt al-Hikma, la maison de la sagesse, une institution dédiée à la traduction. Il s'agissait dans cette institution, enfin ceux qui y travaillaient étaient quasiment des fonctionnaires nommés, installés là par le calife lui-même. Il y avait tous ceux qui s'occupaient de collecter les manuscrits, ceux qui les recopiaient et toute la technique nécessaire pour traduire les savoirs grecs, la philosophie grecque en particulier. Je parle de cela parce qu'il est important, lorsqu'on parle du département des arts de l'islam et du monde de l'islam, de se souvenir que le monde de l'islam est un monde de la traduction et du pluralisme. De se rappeler, par exemple, la géopolitique de l'époque. Quand l'Empire romain se divise en deux en 395 à la mort de Théodose, donnant l'Empire romain d'Occident avec pour capitale Rome et l'Empire romain d'Orient ou byzantin dont la capitale est Constantinople. Ceci veut dire qu'à la naissance de l'islam, au début du 7e siècle, en 610, disons, pour prendre la chronologie musulmane, les deux grandes puissances sur place sont l'Empire perse et l'Empire byzantin, qui sont des cultures tout à fait riches. L'art byzantin en particulier est un art tout à fait riche à ce moment-là.
Et il faut se souvenir que la région Syrie-Irak est rattachée, au moment de la division, à l'Empire byzantin. Cela veut dire donc qu'en poursuivant son expansion hors de la péninsule arabique, c'est tout naturellement que l'islam va s'incorporer des centres intellectuels importants en Syrie, en Irak, donc des centres de l'Empire byzantin, des monastères où s'enseigne la philosophie grecque dans des traductions en syriaque. Et c'est à ce moment-là que la question de l'ouverture à ce monde byzantin, à ce monde perse, va s'ouvrir sur le plan, la question va se poser sur le plan intellectuel en particulier. Vous avez dans le monde de l'islam à ce moment-là des forces de clôture, les forces qui disent par exemple qu'avons-nous besoin d'aller voir du côté de la sagesse que prétendent avoir ces Grecs, puisque philosophie, comme vous le savez, signifie amour de la sagesse, qu'avons-nous à aller chercher cette sagesse auprès d'un peuple qui est un peuple païen, qui ne connaît pas le Dieu unique, alors que nous-mêmes, nous avons la révélation et par conséquent, nous n'avons pas à aller y voir. Et vous avez de l'autre côté des forces d'ouverture qui se sont à ce moment-là manifestées et qui ont commencé avec force citation de traditions prophétiques à convaincre qu'en effet, l'ouverture était dans l'ordre des choses. Une des traditions prophétiques les plus rappelées à cette époque-là est une tradition qui dit la parole de sagesse, kalimatul hikma, la parole de sagesse, et c'est important parce que le mot sagesse utilisé ici semble viser précisément la philosophie. La parole de sagesse est la propriété perdue du croyant. Partout où il la trouve, il y a droit plus que quiconque. Voilà un type de parole qui a été mise en avant par ceux qui étaient partisans de l'ouverture, et il est heureux que les partisans de l'ouverture l'aient emporté au moins pour un temps. Il y a toujours eu dans le monde de l'islam cette dialectique de l'ouverture et de la fermeture, et d'une certaine manière, nous y sommes toujours et plutôt en phase de fermeture en ce moment. Mais enfin, l'ouverture est pour demain. Eh bien, il y a donc un mouvement de traduction qui traverse ce monde de l'islam, et il reçoit, c'est cela qui est important, il reçoit un encouragement politique sous les Abbassides, en tout cas dans la première période de la dynastie des Abbassides. Voilà pourquoi l'an 832 dont j'ai parlé tout à l'heure et le calife Al-Mamoun dont j'ai parlé également sont importants symboliquement, parce que ce qui est signifié par là, ce n'est pas qu'il déclenche le mouvement des traductions. Heureusement, les intellectuels n'attendent jamais le pouvoir politique et n'attendent jamais son feu vert pour faire ce qu'ils ont à faire. Mais il était important d'avoir cette sorte de bénédiction du pouvoir politique, cet encouragement du pouvoir politique, et surtout la création de cette institution, la Bayt al-Hikma de 832. Cela indique ce qu'il en a été dans la réalité de ce qu'on a appelé la translatio studii, ou bien translatio studiorum si vous préférez le pluriel, c'est-à-dire cette expression médiévale désignant la transmission de la philosophie grecque, c'est-à-dire des sciences grecques en général, puisque la philosophie, ce n'était pas simplement la spéculation. Et un symbole, entre autres, de cette traduction-transmission, pour parler des sciences grecques en général, c'est par exemple les astrolabes, cet astrolabe planisphérique qui est au Louvre dans le département des objets d'art, mais il y a d'autres astrolabes planisphériques, peut-être moins beaux, raison pour laquelle on a d'abord montré ceci, dans le département des arts de l'islam. Alors, translatio, traduction, à la fois traduction et transmission, mais transmission à qui? Eh bien, selon l'universalisme européocentré, transmission nécessairement aux royaumes européens, pour qui la question était d'abord politique d'ailleurs. La transmission studii, la transmission des sciences, c'était aussi la translatio imperii, c'est-à-dire la transmission de l'héritage politique romain. Il s'agissait de savoir
qui était l'héritier de l'impérium romain. L'universalisme au XIXe siècle, dont j'ai parlé lors de la première conférence, cet universalisme constitué philosophiquement par excellence par un philosophe comme Hegel, décidera à ce moment-là que la translatio studii suivait tout naturellement un parcours Athènes, Rome, Heidelberg, ou Londres, ou Paris, en tout cas un trajet qui était tout naturellement un trajet intra-européen et exclusivement européen. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Par exemple, à l'époque médiévale, Roger Bacon, docteur mirabilis du XIIIe siècle, définissait, lui, la translatio studii comme suit. Je le cite. « Dieu a d'abord révélé la philosophie à ses saints et leur a donné les lois. Elle a donc été donnée d'abord et plus complètement en langue hébraïque. Elle a ensuite été renouvelée en langue grecque, principalement par Aristote, puis en langue arabe, principalement par Avicenne, mais elle n'a jamais été composée en latin et n'a été que traduite, transférée, translata est le mot employé en latin, sur la base des langues étrangères, et les meilleurs textes ne sont pas traduits. » C'est intéressant de voir cette définition par le docteur Mirabilis de la translatio studii, parce qu'il dit que la transmission, la traduction s'est faite en hébreu, en grec, en arabe, puis en latin. Nous qui avons l'habitude de considérer le latin comme la langue philosophique par excellence, nous sommes surpris évidemment de voir que le latin ici vient après l'arabe, parce que l'ordre n'est pas chronologique, c'est un ordre logique. Quelle est la langue qui a le mieux porté la philosophie? Et cette définition, vous le voyez, est à l'opposé de la construction de l'universalisme qui a eu lieu, je le disais, à la fin du XVIIIe siècle, un universalisme qui est exclusion et exceptionnalisme européen. Alors, je reviens à l'expression philosophie islamique comme catégorie académique, qui porte précisément comme catégorie académique et liée à la traduction la notion d'un universel de traduction, qui est visible dans le devenir philosophique de la langue arabe. Les traductions ne laissent jamais indemne la langue de réception. La langue elle-même change, s'hybridise, comme les objets hybrides dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est ainsi que l'arabe est devenu langue philosophique. Langue philosophique indépendamment, encore une fois, de la religion. L'arabe était, par exemple, la langue de Maïmonide, philosophe juif, comme vous savez, de Saadia Gaon également. Ça veut dire que cette langue, encore une fois, ce monde de l'islam n'était pas un monde nécessairement centré sur la religion elle-même. Et Maïmonide a écrit son guide des égarés, ça ne se sait pas toujours en arabe, et n'en a vu la traduction en hébreu que la dernière année de sa vie. 3 remarques à ce propos. Première remarque, il est important de rappeler ainsi que les premiers traducteurs d'ouvrages philosophiques grecs en arabe étaient des chrétiens nestoriens. J'ai indiqué tout à l'heure que le monde de l'islam s'est incorporé la Syrie et l'Irak, qui étaient parties de l'Empire byzantin. Eh bien, c'est dans ces régions-là que vous trouviez des monastères avec cette dénomination chrétienne particulière qui étaient les nestoriens, qui, pour les besoins des conflits théologiques qui les opposaient, par exemple, aux monophysites, avaient en effet traduit la logique d'Aristote principalement et beaucoup de philosophie grecque en langue syriaque et en langue arabe. C'est ainsi que le premier directeur de la Bayt al-Hikmah, la maison de la sagesse dont je parlais tout à l'heure, Hunayn ibn Ishaq, est chrétien. Nestorien, surnommé dans la tradition intellectuelle du monde de l'islam le cheikh des traducteurs ou bien le prince des traducteurs. Il connaissait le grec, le perse, l'arabe, le syriaque. Son fils Ishaq ibn Hunayn aussi, qui lui a succédé à la tête de la Bayt al-Hikmah. Voilà pourquoi je parle d'ouverture du monde de l'islam, et voilà pourquoi je parle du monde de l'islam comme un monde de traduction.
Et voilà pourquoi le projet aujourd'hui porté par le musée du Louvre pour la réouverture du département, de l'ouvrir sur un département de Byzance et des chrétientés d'Orient, est tout à fait inscrit, c'est un projet tout à fait inscrit dans l'histoire et la géographie de cette période. À l'intérieur de cette remarque, je fais une remarque rapide sur le livre de Sylvain Guggenheim, Aristote au Mont-Saint-Michel, qui avait fait couler beaucoup d'encre en son époque. Je vous rappelle que la démonstration de Sylvain Guggenheim devait être que les racines grecques de l'Europe chrétienne ne devaient rien à une dette quelconque, ne devaient rien à un monde musulman, islamique, et que la translatio studii, qui prétendrait que la philosophie aura été aussi transmise par le monde musulman au monde européen, que ceci était un canular pur et simple. Et dans son livre, d'ailleurs, il parle d'une sorte de conspiration, en disant que, vous voyez bien, en réalité, la Beit el-Hikma a d'abord été dirigée par des chrétiens nestoriens. Ce n'étaient pas des musulmans, c'était des chrétiens. Et enfonçant des portes ouvertes ainsi, il donne à croire à ceux qui ne connaissent pas cette histoire qu'en définitive, tout le monde a caché jusque-là que les premiers traducteurs étaient des chrétiens nestoriens. Alors que le moindre livre de philosophie, d'histoire de la philosophie dans le monde de l'islam que vous ouvrez, les premières pages vous disent « les traducteurs étaient des chrétiens nestoriens ». Là, ce n'était plus une erreur, ce n'était plus de l'ignorance, c'était de l'escroquerie. Parce que présenter les choses de cette manière, c'était en effet faire le jeu de quelque chose qui a été appelé par la suite, c'était une réaction de Alain de Libera en particulier, de Marwan Rached en particulier, aussi une réaction contre ce qu'ils ont appelé l'islamophobie savante. C'est-à-dire une islamophobie qui n'est pas simplement virer les musulmans, ils n'appartiennent pas à l'Europe, mais c'était de dire ils n'ont jamais appartenu à l'Europe et au fond, même intellectuellement, la translatio studii n'a jamais rien eu à faire avec eux. C'est la position séparatiste radicale et c'est contre ce genre de séparatisme que le président Chirac, en effet, avait pensé que les musées avaient une mission d'éducation et que la création du département des arts de l'islam remplissait une fonction d'éducation. Deuxième remarque, sur la transmission justement, le monde de l'Andalousie. L'Andalousie montre qu'il ne s'agit pas simplement d'une histoire de conquête, mais qu'il s'agit en effet d'un monde de traduction au sens large que j'ai donné à ce mot de traduction, de transmission entre des philosophes qui étaient des musulmans, des chrétiens, des juifs, et qui pouvaient partager la même langue philosophique en arabe. Et cela nous permet de dire aussi, pour revenir à l'archéologie et au musée, que l'islam s'ouvre véritablement de la terre européenne. Et c'est cela que porte la leçon de l'archéologie, et en particulier l'archéologie dans le sud de l'Espagne et du Portugal, dans ce qui était le monde andalou. Un des symboles, c'est le musée que vous voyez ici, le musée Madinat al-Zahra à Cordoue, qui a la particularité d'être un musée dont les architectes ont jugé qu'il était bon qu'il fût sous terre, qu'il soit à la hauteur, au fond, des objets eux-mêmes, parce que ce musée a été construit sur le site archéologique, et il fallait que ce musée fût à la hauteur des objets qui étaient ainsi révélés comme sortant de la terre d'Espagne. L'islam sort de la terre d'Espagne. L'islam, de ce point de vue-là, est une religion et une culture et une civilisation européenne et non pas venue dans les bagages des immigrés. Un des symboles de cela, c'est le lion de Monzon, encore une pièce magnifique du département des arts de l'islam, qui a été un objet sorti par les archéologues et qui est devenu le symbole sur la carte qu'on trouve dans le département, le symbole de l'Espagne musulmane. Troisième et dernière remarque,
adopté pour cette catégorie académique l'adjectif islamique plutôt qu'arabe. On parle parfois de philosophie arabe, ça c'est le centrisme, l'arabocentrisme, parce qu'il y a des centrismes partout. Il y a la plupart des philosophes, d'ailleurs, si on regarde leur ethnicité, comme on dit aujourd'hui, ne sont pas arabes. Mais surtout, il faut indiquer que les traductions qui se sont effectuées ont été des traductions dans d'autres langues. L'arabe, bien entendu, mais également le persan, mais également des langues africaines, comme le fulfulde, le haoussa, le wolof, le swahili, bien entendu. La translatio studii est une transmission à travers différentes géographies et différentes langues. Ce n'est pas l'unilinéaire Athènes-Rome-Heidelberg, mais c'est aussi bien Athènes, Nishapur, Bagdad, Cordoue, Fès, Tombouctou, au cœur de l'Ouest africain, Chingit, dans le sud mauritanien, entre la Mauritanie et le Sénégal, Sokoto, au nord du Nigeria, etc., parlant d'autres langues que l'arabe, ce que l'on appelle ajami. Ajami étant des langues qui sont écrites avec les caractères arabes, mais qui ne sont pas des langues arabes. Tenir compte du monde de l'islam comme un monde de la traduction, c'est tenir compte de l'ajamisation de l'islam, pour prendre un néologisme forgé par un de mes compatriotes vivant aujourd'hui aux États-Unis. Ça arrive à beaucoup de mes compatriotes en ce moment. Il est important d'insister sur cette chaîne de la translatio studii, d'insister sur des endroits, des centres comme Tombouctou, et sur la tradition d'érudition écrite qui a existé en Afrique au sud du Sahara. Malheureusement, sur ce chapitre-là, le département des arts de l'islam ne va pas dans cette direction, de cette ajamisation de l'islam en direction du sud. D'ailleurs, le département le reconnaît. Quand vous lisez, il y a un tableau où il est indiqué que les arts de l'islam couvrent une période du 7e au 19e siècle, allant de l'Espagne à l'Inde, et ajoute certaines régions où les musulmans sont nombreux ne sont pas représentés, et il est cité l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud-Est. Il est bien évident qu'un musée ne peut pas tout avoir et qu'on ne peut pas tout dire. Mais il y a une importance capitale quand même à s'ouvrir vers le sud. Parce qu'en définitive, si on regarde ce que cela nous dit de la nature des collections qui sont là, vous faites avec ce que vous avez, évidemment. On va à la guerre avec l'armée que l'on a, disait Dick Cheney en son temps. Eh bien, dans le cas d'espèce, ce que l'on a, c'est cette polarité Orient-Occident. Si vous regardez cette bande, justement, de l'Espagne à l'Inde, c'est la considération que l'islam, c'est l'Orient, et l'Orient de l'Occident, et vous avez ce tête-à-tête obsessionnel entre l'Orient et l'Occident, qui est l'oubli simplement que l'islam est également Sud, et pas seulement Orient. Il y a donc là une nécessité d'aller vers la reconnaissance de cette globalisation, de cette mondialité qui n'est pas simplement la bipolarité, la polarité, Orient-Occident, et de tenir compte de tout ce qui est aujourd'hui appelé les Timbuktu Studies aux États-Unis, les études tombouctiennes, comme on pourrait traduire cela, c'est-à-dire l'étude de la tradition d'érudition écrite, et je fais exprès d'avoir un pléonasme parce qu'on a toujours associé l'Afrique à l'oralité, d'érudition écrite en Afrique, et il serait bon que la représentation de cet islam-là, de cet islam décentralisé, de cette mondialisation, de cette première mondialisation islamique, il serait bon que cela soit représenté dans le département des arts de l'islam tel qu'il va être reconfiguré, et de sortir de cette polarité Orient-Occident. En tenir compte, y compris d'ailleurs dans la chronologie. Parce que les chronologies qui sont offertes, parce que là, la chronologie, il ne s'agit plus d'objets, il ne s'agit plus de collections, il s'agit simplement d'écrire sur des tableaux ce que l'on estime être le monde de l'islam. La chronologie, par exemple, ignore complètement des événements qui sont quand même des événements considérables pour le monde de l'islam, comme l'Empire du Mali. Le devenir islamique de l'Empire du Mali, déjà sous Soundiata Keïta
et de manière plus progressive ensuite jusqu'au 10e Mansa, c'est-à-dire le souverain du Mali, le Mansa Moussa, 10e Mansa du nom, qui va porter l'empire à son apogée. Il a régné de 1312 à 1332 ou même 37 peut-être, qui a eu des relations diplomatiques nombreuses avec le Portugal, avec les Mamelouks en Égypte. Ceci est important pour bien comprendre le monde de l'islam et ne pas s'amputer de son sud qui va casser cette polarité Orient-Occident qui est encore inscrite dans la représentation que donne à voir le département. Voilà par exemple le Mansa Moussa tel qu'il est représenté dans cet atlas catalan avec en face de lui le marchand Sanadja, ce sont des Touaregs, on va dire, de cette partie du Sahel. Et un des événements considérables du règne du Mansa Moussa, c'est le moment où il est allé en pèlerinage à la Mecque, emportant tellement d'or, on dit qu'il a voyagé avec 12 tonnes d'or, que le cours de l'or a chuté en Égypte lorsqu'il y est arrivé. Il y a également beaucoup de légendes entourant ce pèlerinage. On dit que quand il s'est présenté à la cour du sultan mamelouk Mohamed Nassir, il était d'usage de s'incliner, de se prosterner devant le sultan, et que lui-même, estimant qu'être un mansa, a pensé qu'il ne pouvait pas se prosterner. Alors il a à un moment donné accompli sa prière en se prosternant, en disant qu'il ne se prosternait que devant Dieu, mais en le faisant en présence du sultan. Voilà une manière très diplomatique de faire sa prière. Mais il est important, encore une fois, puisque c'est l'Europe qui a tenu mieux compte de cette mondialisation que représentait l'islam et de l'inscription de l'Afrique subsaharienne dans cette mondialisation, qui a compris contre la vivisection hegelienne dont je parlais la dernière fois, que le Sahara n'a jamais été un mur séparant deux mondes. Ici, vous voyez représenter toutes les voies, et en particulier tous les ports autour de la Méditerranée, et la Méditerranée comme un espace interconnecté. Et par exemple, parler de Tombouctou à ce moment-là, qui était la capitale non pas politique, mais intellectuelle de l'Empire du Mali, et sera la capitale intellectuelle également de l'Empire Sonrai qui lui succédera, c'est important, parce que ça veut dire que la fameuse phrase au XIXe siècle « Monsieur René Caillé va découvrir Tombouctou » n'a aucun sens. Tombouctou était une ville cosmopolite et mondiale, globale comme on dit, avant la naissance des grands-parents de René Caillé. Voilà un aspect important, me semble-t-il, de ce que signifiera également une meilleure intégration du pavillon des sessions et du département des arts de l'islam au musée du Louvre, effectuer le décentrement que ces départements introduisent, mais à la condition aussi d'effectuer le décentrement à l'intérieur du département des arts de l'islam, parce qu'encore une fois, se centrer sur la polarité Orient-Occident est une forme d'universalisme et de centrisme que la leçon du musée ne devrait pas être. Je vous remercie infiniment.